éducatif. Donc, je suis Sébastien Féribi, en charge des questions d'éducation, restauration scolaire et culture au sein de l'Association des maires de France, donc basée à Paris, au sein donc, du département en charge de l'action sociale au sens large. L'école est un sujet très important pour les communes, pour les élus, depuis de très nombreuses années. Mais c'est vrai que les enjeux sont de plus en plus nombreux. On le voit actuellement avec la baisse de plus en plus significative des effectifs scolaires. Ce n'est pas nouveau, mais c'est un phénomène qui devient de plus en plus important. Les enjeux liés au bâti, bien sûr, les questions liées à l'inclusion, la sécurité, le bien-être des enfants et la réussite avant tout des enfants restent un enjeu extrêmement important. Donc, mon exposé aujourd'hui sera réparti en plusieurs parties. Je vous rappellerai d'abord les obligations générales que vous avez dans le champ éducatif, la question du contrôle de l'obligation scolaire et des inscriptions scolaires, qui est un sujet souvent épineux et qui peut faire l'objet de beaucoup de demandes juridiques. La question du financement des écoles du privé, qui peut être un enjeu très important selon les départements. Et dans le vôtre, je sais que ça peut être un sujet. La question des activités que vous pouvez organiser de manière facultative autour de l'école. Et je terminerai par le service de la restauration scolaire. Donc, je démarre par la première partie relative aux compétences générales des communes pour les écoles relevant du champ donc, maternel et élémentaire. D'abord, un rappel sur la répartition générale des compétences dans le champ scolaire et éducatif. Vous le savez, c'est l'éducation nationale qui a en premier lieu la maîtrise des orientations principales du service public de l'éducation, qui donc définit les programmes, organise les enseignements, délivre les diplômes, procède au recrutement et à la gestion des personnels enseignants et ceux qui accompagnent les enfants à besoins spécifiques, de type AESH notamment, et qui effectuent des évaluations. Les communes ou les EPCI qui ont la compétence, de leur côté, se voient la responsabilité du bâti en premier lieu, du bâti scolaire, donc les dépenses d'investissement et de fonctionnement, avec la possibilité d'organiser au niveau légal, même si c'est fait de manière générale, organiser donc des activités autour de l'école, garderie, centre de loisirs, service de cantine ou autre. Et au vu de cette répartition des compétences qui n'est pas toujours simple, effectivement, à bien identifier, l'AMF avait demandé depuis de nombreuses années la signature d'un document général avec le ministère de l'Éducation nationale pour revoir la méthode de concertation entre les DAZN et les maires au vu des enjeux, effectivement, liés à la baisse des effectifs scolaires, au numérique, au bâti, à l'inclusion, etc. Nous avons réussi enfin l'année dernière, le 8 avril 2025, à signer ce document avec l'ancienne ministre de l'Éducation nationale. Et ce document revêt une importance significative au vu donc des enjeux énoncés et j'y reviendrai un peu plus tard. Un petit focus sur les charges relevant des communes. Vous le savez, c'est soit la commune, soit le PCI qui a la compétence qui ont en charge des dépenses d'investissement et de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. Le PCI, lui, peut gérer toute la compétence ou seulement une partie. On le voit, les EPCI n'ont pas toujours toute la compétence, peuvent avoir seulement les dépenses de fonctionnement ou seulement une partie des dépenses de fonctionnement scolaire. Et concernant le périscolaire, certains EPCI limitent leur champ de compétences sur certains jours et notamment pour gérer des centres de loisirs, en particulier laissant ensuite les communes gérer des autres activités qui relèvent plutôt de la surveillance des enfants en semaine. Les communes ont également la possibilité de se regrouper via un RPI, donc un regroupement pédagogique intercommunal,
Je pense que vous avez bien identifié cette solution-là qui existe depuis de nombreuses années. En pratique, c'est soit les communes qui décident de manière volontaire de se regrouper, soit c'est le DAZEN qui, lors de la préparation de la rentrée scolaire, vous invite fortement ou vous oblige indirectement à effectivement à passer par un RPI. Le RPI peut faire l'objet de la signature simplement d'une convention entre les communes. Liberté aux communes à ce moment-là de définir le champ d'application, de savoir si on prend en charge seulement les dépenses de fonctionnement scolaire. Est-ce qu'on va sur les dépenses d'investissement? Est-ce que ça va concerner la cantine, les activités autour de l'école? C'est vraiment la libre appréciation des parties. Le RPI peut néanmoins être adossé à un EPCI, donc à la charge effectivement des écoles. Ça peut être par exemple un STIVOS. Cette mise en place du RPI se fait nécessairement en lien avec le DAZEN, puisque c'est le DAZEN in fine qui a le dernier mot sur la répartition des enseignants entre les écoles. Alors maintenant, je vais vous apporter des informations concernant des charges spécifiques. Pour les écoles maternelles, vous avez effectivement la nécessité de recruter au niveau de l'établissement au minimum un ATSEM. Il n'y a pas nécessairement une obligation légale de mettre un ATSEM pour chaque niveau scolaire. Ce qu'il faut, c'est que chaque enfant ait la possibilité d'être suivi à un moment donné euh, au niveau d'un ATSEM. À noter que l'AMF a signé une charte nationale le 21 novembre 2023 pour rappeler les règles en matière de répartition des compétences entre les enseignants et les ATSEM, puisqu'en pratique, il n'est pas rare que certains enseignants demandent aux ATSEM d'effectuer des missions qui vont au-delà des règles légales, puisque les ATSEM interviennent toujours en lien avec un enseignant. Donc, on a souhaité Sébastien, effectivement. Sébastien, Oui. je te coupe une minute. Certains ne voient pas le support. Est-ce qu'il est possible que tu enlèves le partage et que tu reprennes le partage pour voir si cela change quelque chose? Certains ne voient pas le support ou le support est fixe sur la première page. C'est pas mon cas. Je voyais bien le support et le support était bien, se déroulait bien. Voilà. Normalement, est-ce que là, vous voyez bien le support charge relevant des communes pour les écoles primaires publiques et non la première page? Oui, c'est bon, C'est bon? c'est OK. D'accord. Donc, voilà, Alors, donc si effectivement, certains d'entre vous ne le voient pas, je vous invite à vous déconnecter et vous reconnecter. Je vous accepterai immédiatement. Parfois, lors de la connexion, on avait déjà partagé le support. Donc, peut-être je vous invite à vous déconnecter et vous reconnecter. Je vous accepte en suivant. au-delà donc de ce sujet de répartition des dépenses d'investissement et de fonctionnement, je souhaitais vous apporter des précisions sur certaines charges spécifiques. Et donc, pour les maternelles, effectivement, recrutement à minima d'un ATSEM par établissement et non pas par chaque niveau scolaire. C'est toujours un sujet parfois sensible avec les enseignants, mais cela dépend des moyens de la commune ou de l'EPCI. Nous avons donc signé cette charte nationale que vous retrouverez sur notre site internet. L'objectif étant de rappeler la répartition des compétences entre enseignants et ATSEM. Les communes, évidemment, ont pu déjà signer auparavant des chartes, on le sait, mais certaines communes n'ont pas pu la mettre en place. Et donc, on souhaitait effectivement engager une action à ce niveau-là, au niveau national. Concernant les équipements numériques, c'est un sujet particulier puisque cela dépend des besoins des enseignants, tout en sachant que d'une année sur l'autre, les besoins peuvent évoluer, les personnels ne sont pas toujours les mêmes. Donc, pour effectivement mieux informer les maires sur ce qu'il est nécessaire à minima de mettre en place en matière d'équipement numérique, nous avons obtenu la publication au mois de mai 2021 d'un document de recommandation pour un socle numérique de base pour le premier degré.
Vous pourrez le retrouver sur Google assez facilement et je peux vous l'envoyer si vous le souhaitez également. Concernant les sorties scolaires, la collectivité finance les sorties qui sont en lien avec les enseignements et donc avec une obligation pour les élèves d'y participer. En revanche, pour les autres sorties, dès lors que je prends l'exemple d'un séjour à l'étranger, il n'y a pas nécessairement une obligation de participation à ce séjour. Et donc la commune, sur le plan légal, n'a pas une obligation de financement, même si souvent elle y participe en partie ou elle prend en charge l'ensemble des dépenses. Concernant les fournitures scolaires, une différence aussi doit être établie entre des fournitures qui restent de la propriété de l'établissement. Donc là, effectivement, c'est une charge de la commune. Et si ça relève in fine de la propriété des élèves, de type stylo, les cahiers, voire des manuels scolaires, selon les situations, là, à ce moment-là, il n'y a pas d'obligation légale pour la commune de prendre en charge, même si en pratique, ça se fait assez souvent. Une information enfin concernant les directeurs d'école. Il n'est pas rare que ceux-ci rencontrent des difficultés pour assumer leur mission et donc des fois se retournent du côté de la commune pour obtenir une aide. Et donc, il y a eu cette loi du 21 décembre 2021 qui a apporté des précisions en indiquant que la commune n'intervient que dans le champ de ses obligations et c'est bien au niveau des moyens d'équipement où elle peut intervenir et non pas au niveau humain. J'en viens à la question du bâti scolaire, qui est donc un sujet extrêmement important. Vous le savez, c'est soit la commune ou le PCI qui est en charge donc des locaux et qui doit donc assurer les conditions globales de sécurité. La spécificité de ces locaux est que durant les heures scolaires, ils sont mis à disposition auprès du service public de l'éducation. Ce qui veut dire que le maire ne peut pas utiliser librement ces locaux. Durant les heures scolaires, c'est le directeur d'école qui s'assure du bon fonctionnement et donc de la sécurité des élèves. C'est lui qui organise les exercices de sécurité qui s'imposent, actualise le registre de sécurité en lien avec la commune ou le PCI qui a la compétence. Depuis une nouvelle circulaire du 8 juin 2023, ce n'est plus le directeur d'école qui fait une proposition de PPMS, donc le plan particulier de mise en sûreté, mais c'est la direction académique. Chaque DAZEN est doté d'un référent sûreté qui supervise effectivement maintenant cette mission et qui fait appel au service de la direction académique pour proposer à chaque directeur d'école, puis au maire, le PPMS. Deux volets existaient jusqu'alors, risque majeur et risque attentat et vigilance. Ces deux volets sont fusionnés progressivement d'ici la rentrée 2028. Et c'est donc le DAZEN qui décide effectivement du délai de fusion d'ici donc 2028. Attention, cette circulaire met l'accent sur une vigilance à avoir sur l'articulation entre le scolaire et le périscolaire. C'est souvent un sujet spécifiques qui peuvent faire l'objet de discussions parfois difficiles entre les enseignants et la commune. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enseignants assurent la surveillance des élèves au niveau de l'enceinte scolaire, hors sortie scolaire. Et donc, dès lors que les enfants sortent du bâti scolaire, donc de l'enceinte scolaire, ils sont sur le domaine public qui relève cette fois-ci de la responsabilité du maire. Donc le maire doit veiller effectivement à bien échanger avec les enseignants, voire avec on va dire, la- la- l'organisme qui gère les transports scolaires pour s'assurer effectivement de la sécurité des élèves et éviter toute effectivement difficulté. C'est lui qui est également le directeur d'école, l'interlocuteur de la commission de sécurité. Concernant le PPMS, je reviens, juste une précision.
Donc, le directeur d'école dispose d'un délai de 6 semaines pour répondre dès lors qu'il le reçoit. Et la commune, effectivement, elle reçoit ce document pour validation. Et si effectivement la commune souhaite émettre une observation ou souhaite remettre en question le document, celui-ci dispose d'un délai de 2 mois pour y répondre. La rénovation des écoles est un sujet d'importance. Le ministère s'est doté depuis le début des années 2020 d'une cellule bâti scolaire qui a œuvré pour rédiger des guides destinés aux communes en particulier, des guides pour rénover les écoles, avec tout un ensemble de fiches, des fiches pour vous accompagner dans cette rénovation. Depuis l'année dernière, ils ont même mis en place un site internet dédié, je vous l'ai indiqué, Rénovation bâti scolaire, qui recense donc les différents guides, mais aussi les mesures financières. Donc, vous avez effectivement un guide, par exemple, pour rénover l'école maternelle. Vous avez une fiche spécifique pour lutter contre la surchauffe dans les bâtiments scolaires, mais aussi éducatifs. Voilà, vous avez tout un ensemble de fiches spécifiques qui sont là pour vous aider. À noter que l'État avait mis en place des outils financiers pour accompagner la rénovation, notamment énergétique des écoles, notamment avec le fonds vert. La difficulté, c'est que ce fonds vert fond, voilà, petit à petit, puisqu'on était à 2,5 milliards il y a 2 ans, 1,2 milliard l'année dernière et un peu plus de 800 millions pour 2026. Donc, l'Association des maires de France, effectivement, est extrêmement vigilante là-dessus et estime que ce fonds, effectivement, n'est plus suffisant pour accompagner tous les chantiers de rénovation des écoles. Vous avez d'autres dispositifs qui sont plus spécifiques que je vous ai mentionnés, donc dont EduRénov. Puis vous avez les dotations de l'État, mais voilà, qui sont en baisse également. Donc cela devient un sujet d'inquiétude pour l'AMF et puis pour vous en premier lieu, bien entendu. Comme je l'ai indiqué en amont, la spécificité des locaux scolaires qui sont mis à disposition auprès de l'éducation et donc la commune ne peut pas les utiliser librement. Soit elle souhaite intervenir ou elle est appelée à intervenir durant les heures scolaires et donc il faut en référer au conseil d'école et solliciter un accord. En pratique, c'est souvent les enseignants qui le demandent pour que la commune puisse recruter des intervenants extérieurs pour les épauler en matière d'éducation artistique et culturelle ou sportive en particulier. En dehors des heures scolaires, en revanche, un avis simple du conseil d'école est seulement requis pour que la commune puisse utiliser ses locaux pour organiser un service de cantine, centre de loisirs, un service de centre de loisirs, garderie et cantine. Et vigilance aux abords des écoles, comme je vous l'ai indiqué, le maire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des élèves. Et donc, le passage du scolaire au périscolaire n'est pas toujours simple à bien gérer et donc requiert un dialogue en amont entre tous les différents acteurs. S'agissant des mouvements sociaux ou des absences des enseignants, la loi du 20 août 2008 a posé un principe général. Pour une absence générale d'un enseignant, c'est l'Éducation nationale qui, effectivement, gère cette situation et les élèves en question et en informe les parents si, effectivement, une organisation spécifique est prévue pour gérer cette absence. S'il y a mouvement social et que les enseignants y participent, cette loi a prévu que, à partir d'un seuil de 25%, d'au moins 25% d'enseignants par école participant à ce mouvement, il appartient à la commune d'organiser un service d'accueil pour gérer les enfants.
En deçà de 25%, c'est l'éducation nationale qui assure l'accueil des enfants et l'information des parents. Donc, dès lors que ce seuil de 25% est atteint, il vous revient effectivement d'organiser ce service d'accueil. Et pour anticiper cette obligation légale, effectivement, la commune est censée établir une liste de personnes susceptibles d'assurer ce service. Alors, effectivement, il n'y a pas d'obligation spécifique concernant le profil des personnes à faire intervenir, même si, au vu des débats actuels sur les violences faites aux enfants, il y a évidemment une vigilance très forte à avoir à ce sujet. Néanmoins, et ça c'est une mesure de sécurité pour vous, cette liste est adressée au DAZEN qui va effectuer un contrôle, et donc un contrôle de l'honorabilité, et donc vérifier que ces personnes listées ne figurent pas sur le FIJES, donc le Fichier judiciaire national des infractions sexuelles ou violentes, ou qui relèveraient du B2. La commune, si elle est en difficulté pour organiser ce service, elle peut le confier par convention à un village voisin, une ville voisine ou à un EPCI pour organiser ce service. Si vraiment vous n'êtes pas en mesure de l'organiser, ça peut arriver, il est absolument nécessaire de pouvoir anticiper la situation et vous devez avertir le plus vite possible le DAZEN et le préfet et bien sûr les parents si aucune solution n'est possible à l'échelle locale pour organiser ce service d'accueil. Dès lors qu'il est mis en place, néanmoins, l'État a prévu des contreparties, une aide financière. Donc, je vous ai cité le montant, le calcul est assez complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour une journée de service d'accueil organisé, c'est au minimum 200 euros. Et en cas de dommage subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement de ce service d'accueil, c'est l'État qui se substitue à la commune en matière de responsabilité administrative. Vous avez effectivement une note qui est sur notre site internet qui apporte plus de précisions sur ces obligations légales que je pourrais vous adresser également. Je termine cette première sous-partie par le rappel d'organes de dialogue et d'action que vous avez déjà, j'imagine, bien identifié. Le conseil d'école, bien sûr, puisque c'est une obligation. Chaque école en est dotée. Il est à la main du directeur d'école et la commune est représentée. Donc, il y a le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné au niveau du conseil municipal pour y participer. Et si c'est le PCI qui a la compétence, c'est le maire ou son représentant et le président ou son représentant. Ce conseil d'école, vous le savez, donne son avis sur le fonctionnement des écoles et les moyens afférents. Donc, il adopte le règlement intérieur, le projet éducatif, et peut faire l'objet de débats sur effectivement l'utilisation des locaux en dehors des heures d'ouverture, dès lors que c'est la commune qui souhaite les utiliser ou si c'est mis à disposition d'une association, sur la cantine, l'hygiène, la protection des enfants. Voilà, il y a de nombreux sujets qui sont évoqués. Vous avez aussi la Caisse des écoles, qui est un établissement public municipal. À l'origine, c'était une obligation donc, qui est mise en place par délibération du conseil municipal et c'est le maire qui le préside. Donc cet établissement public peut engager des actions de nature éducative, culturelle, notamment en faveur des enfants relevant donc qui sont issus de familles en difficulté à l'origine, mais depuis les actions se sont élargies et cet établissement peut gérer des cantines, participer au financement des séjours découvertes ou organiser des activités autour de l'école. Néanmoins, cet établissement public est beaucoup plus rare aujourd'hui, puisque au bout de 3 années, si aucune dépense de recettes et de dépenses n'ont été enregistrées, eh bien, il y a la possibilité donc de dissoudre et donc de supprimer cet établissement public. La coopérative scolaire, enfin, qui est une association, qui donc un regroupement d'adultes et d'élèves,
pour la mise en œuvre d'un projet éducatif et puis pour favoriser effectivement donc le bien-être des enfants, l'insérer effectivement dans la société et qui peut donc financer des projets éducatifs. Donc la coopérative organise fréquemment des activités, de l'animation pour recueillir notamment des dons et de l'argent. Attention, cette coopérative scolaire n'est pas là pour se substituer aux obligations légales des communes en matière de dépenses. C'est-à-dire que la coopérative n'est pas là pour acheter des équipements numériques. C'est un exemple. Elle est là simplement pour participer à des dépenses qui ne relèvent pas d'une obligation pour les communes. C'est donc, je vais prendre l'exemple, si l'école propose un séjour à l'étranger pour les enfants, donc là, on n'est pas dans d'une obligation stricte pour tous les élèves qui participaient. À ce moment-là, la coopérative peut organiser une animation, recueillir de l'argent et participer et aider les familles pour financer ce séjour. Je pense que vous avez tous dû recevoir un document ministériel de gestion des vagues de chaleur qui a été rendu public fin mai, donc à la fin de la première vague de chaleur, qui est un document qui rappelle un peu les procédures et la nécessité de mettre en place un diagnostic de chaque école qui est établi par le directeur d'école en lien avec l'IUN et bien sûr en associant la commune ou le l'EPCI en charge du bâti pour repérer les zones de chaleur, les îlots de chaleur et identifier les mesures de réaménagement envisageables. Donc, je ne sais pas si vous avez tous bien reçu ce document, mais que vous pourrez vous adresser également. Donc, je poursuis sur la deuxième partie, sur la question de la préparation des rentrées scolaires et du rôle que joue le maire en matière d'obligation scolaire, qui est un sujet qui fait l'objet de nombreux débats. La question de la préparation des rentrées scolaires, avec en premier lieu un rappel, c'est-à-dire que si la commune décide de la mise en place et de l'implantation des écoles publiques, c'est bien après avis et décision du DAZEN, puisque c'est lui qui affecte les enseignants entre les différentes écoles selon les moyens disponibles. Puisque c'est la loi de finances aujourd'hui qui détermine annuellement les moyens qui font l'objet d'une répartition entre les régions. C'est donc le recteur qui ensuite, en fonction des besoins qu'il identifie, répartit les enveloppes entre les différents départements et à charge ensuite au DAZEN, au niveau du département, donc de définir les aménagements du réseau scolaire nécessaires et donc de procéder à la répartition des enseignants. Puisqu'effectivement, c'est le DAZEN qui a la main sur ce sujet, il doit effectivement saisir en amont le CDUN, vous le savez, qui est un lieu d'échange parfois difficile au niveau du département. Un certain nombre d'élus reviennent souvent vers l'AMF pour dire que c'est une chambre qui enregistre les décisions seules du DAZEN. Donc c'est un sujet qui a été évoqué effectivement au niveau national avec l'AMF. D'autant que sur le plan légal, le DAZEN n'a pas une obligation d'établir une concertation avec les élus. C'est peut-être un peu particulier, mais sur le plan légal aujourd'hui, il n'y a aucune disposition qui oblige le DAZEN à procéder à une concertation avec les maires. Néanmoins, il y a eu des circulaires qui ont vivement recommandé cette concertation. Et au vu des enjeux, comme je vous l'ai indiqué en introduction, l'AMF a signé un protocole d'accord le 8 avril 2025 avec l'Éducation nationale pour remettre les choses un peu en place et puis pour mettre en place cette concertation, qu'elle puisse être organisée dans tous les départements entre les DAZEN et les maires.
L'objectif, c'est de donner aux maires une visibilité sur l'évolution des effectifs scolaires à échelle de 3 ans. Le ministre actuel s'est engagé à aller au-delà, allant jusqu'à potentiellement 10 ans. C'est un enjeu, enfin, un objectif ambitieux, mais il a demandé à ses services euh, de réfléchir à ce sujet. L'objectif étant de pouvoir anticiper la baisse démographique, de procéder à la concertation et de regarder effectivement s'il y a des réaménagements possibles du réseau scolaire. Pour l'AMF, cet échange, cette concertation doit être sous l'égide d'échanges continus avec les élus et sur la base d'une appréciation fine et objective de la situation de chaque école. Ce n'est pas seulement en fonction des données d'effectifs, mais c'est bien en tenant compte des spécificités locales, de l'isolement, des perspectives de développement local. Est-ce que la commune est-ce qu'il y a un lotissement qui va se construire? Est-ce que la commune anticipe la venue de nouveaux enfants et donc de nouvelles inscriptions? Enfin, tous ces sujets doivent être intégrés intégralement dans cet échange. Et puis, bien sûr, la question de la durée du ramassage scolaire, qui est un enjeu d'importance en milieu rural notamment. Lors des dernières mesures annoncées il y a plusieurs années concernant le monde rural, le gouvernement avait prévu la mise en place d'un observatoire des dynamiques rurales et qui a fait l'objet d'une généralisation dans tous les départements depuis donc la signature de notre document avec l'Éducation nationale. Et ce que nous demandons, c'est bien que cet observatoire associe bien les maires et pas seulement les présidents des EPCI, puisque dans un certain nombre de départements, seuls les présidents des EPCI étaient invités, alors même qu'ils n'avaient pas la compétence sur le champ scolaire. Donc c'est bien, même si les EPCI peuvent être, même non compétents, peuvent jouer un rôle de médiation entre les maires, néanmoins, il faut que les communes, celles qui disposent bien de la compétence scolaire aujourd'hui, puissent être associées à ces échanges. Alors, on a participé effectivement à des séminaires de DAZEN dans le cadre de la formation des futurs DAZEN. C'était en décembre dernier. Pour les DAZEN en place, c'était au mois dernier, en présence du ministre, pour rappeler à tous les DAZEN la nécessité de bien intégrer cette nouvelle donne et de bien participer à cette obligation de concertation et d'échange anticipé avec les maires pour effectivement les préparations de rentrée scolaire. Alors on le sait, ça ne se fait pas toujours de manière systématique. On a organisé effectivement une réunion de notre commission éducation au mois de mai dernier et un certain nombre de maires nous ont indiqué que des annonces de fermeture sans concertation avaient été encore annoncées. Donc, on va le rappeler puisque le ministre réunit une réunion associant donc, les associations d'élus, dont l'AMF, le 17 juillet. Et donc, on rappellera bien la nécessité pour tous les DAZEN d'établir une vraie concertation et en amont avec tous les maires. Alors, à noter que le ministre a annoncé en avril dernier une expérimentation sur la préparation des rentrées scolaires, et ce, dans 18 départements. Pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est la Gironde qui est aujourd'hui visée. Le ministre envisagerait potentiellement de généraliser cette démarche dans tous les départements. L'AMF reste vigilante. Elle n'a pas été associée directement à ce principe, même si ça rejoint l'esprit du protocole d'accord signé. L'objet de cette expérimentation, c'est d'inverser la logique de construction, donc de préparation des rentrées scolaires, et donc de partir d'abord des besoins exprimés localement en matière effectivement au vu des effectifs d'élèves, au vu des moyens disponibles au niveau local, de faire remonter auprès du DAZEN, puis auprès du recteur et au ministre,
les besoins en matière d'aménagement du réseau scolaire pour effectivement alimenter ensuite la future loi de finances, puisque c'est la loi de finances annuelle qui arrête les moyens au niveau national. Donc c'est une logique qui est inversée. Néanmoins, ce n'est pas un exercice aisé, puisque déjà, d'après nos retours, certains DAZEN demandent des retours de maire dans des délais extrêmement rapides, ce qui est difficile, d'autant qu'il y a eu des élections et qu'il y a aussi de nouveaux maires qui ne sont pas toujours au fait des enjeux à ce niveau-là. Donc ça ne peut pas se faire de manière automatique et aussi rapidement. Donc là également, l'AMF sera extrêmement vigilante pour vérifier que la concertation soit réelle avec les maires. À noter que cette démarche se différencie de la sectorisation scolaire, qui, elle, qui relève des communes qui disposent de plusieurs écoles et qui donc est un outil de répartition des élèves selon leur lieu de domicile entre les différentes écoles. Et ça, je vais en revenir. S'agissant du contrôle de l'obligation scolaire, le maire joue un rôle extrêmement important dans ce domaine. Déjà, il faut rappeler le principe général en matière d'obligation scolaire. Tout enfant âgé de 3 ans au cours de l'année civile doit être inscrit à la rentrée scolaire dans une école publique ou privée ou faire l'objet d'une instruction en famille. C'est le maire et lui seul qui est chargé du contrôle en lien avec le DAZEN. Même si le PCI a la compétence, c'est le maire qui demeure bien compétent pour gérer ce contrôle de l'obligation scolaire. En pratique, il doit lister tous les enfants de la commune soumis à cette obligation scolaire et les personnes, c'est ce que disent effectivement les dispositions légales, sont censées y faire inscrire leurs enfants. Sur cette liste, effectivement, un certain nombre de documents et de justificatifs sont demandés aux familles, notamment en matière d'identité des responsables légaux et de l'enfant en particulier. En revanche, les justificatifs de vaccin ne peuvent pas être exigés pour l'inscription de ces enfants sur la liste de l'obligation scolaire. Le maire peut être en difficulté pour repérer tous ces enfants soumis à l'obligation scolaire, on le sait depuis bien longtemps, et l'Éducation nationale a déployé une application ONDE, qui est un outil de recensement des inscriptions, notamment scolaires, et les directeurs d'école ont l'obligation d'utiliser cette application. Le maire, s'il le souhaite, ce n'est pas une obligation, peut y recourir pour effectivement obtenir les informations qui figurent sur cette application et vérifier que sur son fichier, il n'y ait, qu'il n'y ait aucune difficulté signalée. Puisque dans certaines situations, d'après les retours de maire, on peut avoir des listes différentes entre celles du maire et celles de l'application ONDE. La loi de 2021, qui a renforcé les principes de la République, a mis en place une instance départementale chargée de la prévention de la lutte contre l'éviction scolaire, qui est à la main du DAZEN et du préfet et qui invite un certain nombre d'acteurs, d'élus, mais aussi les organismes versant des allocations aux familles. Nous n'avons pas beaucoup de retours sur la mise en place de ce lieu de dialogue. L'objectif, c'est de suivre les éventuelles sanctions prononcées par le DAZEN dès lors que effectivement des parents n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'obligations scolaires, ou pour effectivement repérer des enfants qui échapperaient à l'obligation scolaire et qui ne figureraient pas donc sur les fichiers du maire ou sur ONDE. En ce qui concerne l'instruction en famille, vous le savez, la loi d'août 2021 a modifié le régime puisque c'est une autorisation annuelle qui a été mise en place
Et donc, les familles doivent solliciter dorénavant une autorisation annuelle auprès du DAZEN, à charge pour lui de vérifier le motif avéré, sachant que la loi énonce certains motifs liés à l'état de santé ou handicap de l'enfant, activité sportive ou artistique intensive, itinérance de la famille ou éloignement géographique. Donc, ça peut concerner les enfants de gens du voyage, notamment, ou d'enfants de forains ou circassiens, ou selon la situation spécifique de l'enfant. Situation spécifique de l'enfant qui nécessite la rédaction d'un projet éducatif. Donc, c'est le responsable légal qui, effectivement, doit définir dans ce projet éducatif, effectivement, son organisation pour que, effectivement, l'enfant puisse suivre les enseignements. À noter que donc, le maire reçoit automatiquement, en principe, une information dès lors qu'une autorisation annuelle est prononcée. Et donc, le DAZEN vous informe de cette déclaration. Et à partir de là, vous avez une obligation qui demeure, qui existait avant cette loi d'août 2021, qui est que vous devez mener une enquête auprès de la famille, et si possible à leur domicile, là, durant la première année, puis tous les 2 ans, pour vérifier le motif avéré. Alors, ce n'est pas on va dire une évaluation des enseignements suivis qui relève de la charge de l'éducation nationale, mais c'est plutôt pour vérifier que les locaux sont, selon vous, adaptés au suivi des enseignements, que l'enfant fréquente bien des activités sociales autour de l'école et voilà, qu'il n'y a aucune situation d'isolement de l'enfant repéré. On sait que cette enquête peut faire l'objet de difficultés. Certaines communes ou certains maires ne se sentent pas en compétence pour gérer cette enquête, mais qui demeure malgré tout une obligation. Le DAZEN peut s'y substituer s'il y a défaillance. Et il y a eu un guide interministériel qui a été publié il y a 2 ans sur ce sujet, qui apporte un certain nombre d'informations sur le suivi de cette enquête, donc qui a la possibilité donc, de vous aider à mener cette enquête. Donc, je pourrais vous l'envoyer également. Concernant les inscriptions à l'école, comme je vous l'indiquais, l'obligation scolaire démarre à l'âge de 3 ans. Néanmoins, dans certaines écoles, et depuis de nombreuses années, les enfants de 2 ans révolus ont la possibilité d'être inscrits. Selon les dispositions légales, cela s'effectue en priorité dans les écoles relevant d'un environnement social en difficulté, que ce soit urbain ou rural, et selon les disponibilités de places. Une circulaire du 18 décembre 2012 apporte des précisions sur les modalités d'accueil de ces enfants. En pratique, c'est le DAZEN qui, effectivement, va décider, selon les moyens disponibles en matière donc de répartition des enseignants, s'il accepte que les enfants de 2 ans puissent être inscrits dans certaines écoles. Et puis, cela dépend du bon dialogue possible entre les enseignants et la commune ou le PCI. Cette obligation légale concerne tous les enfants qui sont sur la commune, qu'ils soient issus de familles itinérantes et de voyage, qu'ils soient issus d'une famille allophone, donc étrangère, et même ceux qui sont en situation irrégulière, puisque c'est l'obligation scolaire qui, effectivement, qui, qui oblige, en quelque sorte, la commune à accueillir l'enfant. Cela concerne bien sûr les enfants handicapés qui ont le droit d'être inscrits à l'école, dans l'école la plus proche de leur domicile. Et c'est la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui va analyser les besoins de l'enfant, qui va suivre donc l'élaboration du projet personnalisé de scolarisation en lien avec l'équipe enseignante de référence et la famille bien sûr, qui va décider de l'orientation en milieu scolaire
ordinaire ou spécialisée et qui peut décider de mesures d'accompagnement, que ce soit en matériel ou humain, avec notamment les AESH, pour accompagner les enfants. Alors ça, c'est une situation parfois difficile pour les communes qui ne sont pas toujours bien informées en amont de la nécessité d'accueillir des enfants handicapés. Donc l'AMF milite au niveau national pour que le maire se situe bien au centre de la chaîne décisionnelle en matière d'accompagnement des enfants et non pas in fine, puisque des fois ça peut mettre en difficulté la commune pour bien accueillir l'enfant. Et j'y reviendrai ensuite concernant les AESH qui interviennent durant les heures de midi et en particulier à la cantine. Le DAZEN, lui, peut intervenir en matière d'obligation scolaire. C'est le maire qui, en premier lieu, intervient, mais dans certaines situations, le DAZEN peut intervenir, soit pour l'inscription d'un enfant dès lors que le maire a refusé cette inscription et sans motif légitime sur la liste de l'obligation scolaire, ou lorsqu'il y a des situations de harcèlement d'un élève. Là, il y a eu des mesures récentes qui ont été adoptées et qui font l'objet donc d'échanges entre le directeur d'école, la famille, remonter auprès du DAZEN si aucune solution n'est possible, et DAZEN qui peut se retourner du côté du maire de la commune pour éventuellement demander une inscription de l'enfant dans une autre école, si la commune dispose de plusieurs écoles, ou en dehors de la commune. Et à ce moment-là, ça veut dire que le maire doit se rapprocher du maire de la commune extérieure pour que celui-ci accepte l'inscription de l'enfant. Concernant les inscriptions en dehors de la commune, qui fait souvent l'objet de remontées auprès de l'AMF, ce qu'il faut retenir, c'est que si la commune dispose d'au moins 2 écoles, elle doit donc procéder à une sectorisation des écoles, c'est-à-dire définir le ressort des écoles selon le lieu de domicile des enfants. À ce moment-là, les parents respectent les décisions d'affectation du conseil municipal. C'est le conseil municipal, si c'est la commune qui a la compétence, qui définit la sectorisation. Sinon, c'est l'organe délibérant de l'EPCI. S'il y a plusieurs écoles, donc c'est le maire ensuite qui délivre un certificat d'inscription aux familles, indiquant donc le nom de l'école que l'enfant devra fréquenter, document qui devra être remis au directeur d'école pour procéder à l'admission de l'enfant. Néanmoins, une dérogation peut être accordée au niveau du maire, c'est possible, mais il n'y a aucune obligation pour l'inscription d'un enfant dans un autre secteur de la commune. En dehors d'une sectorisation, dès lors que la commune n'a pas établi de sectorisation, et donc cela vaut pour les communes qui n'ont aucune école ou seulement une école, à ce moment-là, il y a un principe ancien qui indique que les parents ont la possibilité de choisir l'école qui est à proximité de leur domicile, cette notion n'étant pas définie au niveau légal, même si elle est située en dehors de leur commune, et sous réserve des disponibilités de place. Et les maires ne peuvent pas s'y opposer, et le maire de la commune extérieure, normalement, ne peut pas s'y opposer, en particulier si les écoles disposent, ont la possibilité d'accueillir l'enfant. Attention, dans ce domaine, dès lors que la famille s'adresse auprès du maire, le maire, lui, va donner un accord ou non, mais qui est lié au financement de la commune. C'est-à-dire que si le maire refuse de donner son accord à une demande d'inscription en dehors de la commune, c'est un refus financier. En revanche, ça ne va pas, en principe, comment dire, ça ne va pas s'opposer à une inscription effective de l'enfant en dehors de la commune, dès lors que cette école a des disponibilités de place.
et en particulier pour les communes qui n'ont qu'une école ou aucune école, puisque, comme je vous l'ai indiqué, il y a une liberté de choix au niveau des parents. Dans certaines situations, même, la commune, enfin, les parents n'ont pas nécessairement obligation de solliciter donc, le maire de la commune de résidence, puisque dans certaines situations, la commune de résidence sera tenue de participer financièrement, et je vais en venir. Et à ce moment-là, le maire recevra une information du maire de la commune d'accueil, et ce, dans les 2 semaines de l'inscription. Au niveau de la répartition des charges financières, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à la base, il y a une liberté pour les communes de résidence et d'accueil de négocier. La commune d'accueil peut ne rien demander à la commune de résidence. Légalement, c'est possible. En revanche, si elle souhaite demander une participation, dans certaines situations, la commune de résidence devra y répondre et verser une participation financière. Et cela est vrai si elle n'a pas de capacité d'accueil suffisante dans son école, pas de disponibilité de place, ou alors parce qu'il n'y a aucune école, ou lorsque l'enfant relève d'une situation spécifique. Dès lors qu'il y a des obligations professionnelles des parents qui sont mises en avant, d'obligations professionnelles exercées en dehors de la commune, mais à condition que la commune de résidence n'assure pas directement ou indirectement un service, notamment de garde et de cantine. Même si les horaires de garderie ne sont pas adaptés aux obligations professionnelles des parents, le juge est déjà intervenu pour dire que à partir du moment où la commune organise un service, elle n'a pas obligation, dans cette situation, à verser une participation financière. Vous avez aussi obligation de participer s'il y a une inscription au préalable d'un frère ou d'une sœur donc dans un établissement scolaire extérieur. C'est probablement la situation la plus difficile à examiner, puisqu'en fait, cela dépend de la situation de l'aîné, a priori, donc frère ou sœur aîné, déjà inscrit à l'extérieur. Si au moment de l'inscription, je vais prendre l'exemple de l'enfant numéro 2 à la rentrée 2026, à ce moment-là, il faudra regarder la situation de l'enfant numéro 1. Si celui-ci suit son cycle maternel ou son cycle élémentaire et ne le change pas, à ce moment-là, ça justifiera la participation de la commune de résidence pour l'enfant numéro 2. En revanche, pour l'enfant numéro 1, la participation de la commune n'est possible que pour des obligations professionnelles des parents justifiées ou pour des raisons de santé justifiées. En revanche, pour l'année suivante, si les 2 enfants restent dans leur cycle, eh bien, il y aura une obligation à ce moment-là de financement pour les 2 enfants. Et dès lors que l'aîné sortira du cycle du primaire et sera inscrit, par exemple, au collège, à ce moment-là, la situation de fratrie ne sera plus justifiée et donc la commune de résidence ne sera plus obligée de participer financièrement. Alors, ce sont des règles qui sont assez difficiles parfois à comprendre. Et j'avais rédigé une note en 2022 sur ce sujet et qui est sur notre site internet et que je pourrais vous envoyer. Pour le suivi d'un enseignement régional, là, effectivement, le suivi d'une langue régionale, c'est une situation particulière qui s'est surajoutée, c'est-à-dire qui n'était pas prévue dans les dispositions initiales et qui a été votée dans les années 2010 en ce qui concerne les écoles publiques, mais aussi pour le privé. Pour cette situation-là, c'est assez particulier puisque il y a une obligation de signature d'une convention entre les communes si la commune de résidence n'est pas en mesure d'offrir ce service. Donc, si l'école publique de la commune de résidence n'assure pas un enseignement de langue régionale, la loi oblige cette commune à signer une convention avec donc
la commune qui accueille l'enfant. S'agissant de la détermination de la participation financière, c'est flou puisqu'il n'y a pas de, il y a aucune règle qui est mentionnée. Et surtout, s'il y a effectivement une divergence entre les parties, euh, la disposition mentionne que le préfet peut intervenir pour assurer une médiation et essayer de solutionner le problème, mais il ne peut pas fixer lui-même le montant de la participation financière, alors qu'il peut le faire pour les situations spécifiques de l'enfant évoquées juste avant, qu'il s'agisse des obligations professionnelles des parents, fratrie ou raison de santé. En fait, cette disposition concernant le suivi des langues régionales a été votée plusieurs années après l'adoption de cette disposition initiale et qui s'insère mal dans la logique effectivement du principe de répartition des charges entre les communes. Donc il y a signature d'une convention entre les communes, à elles de s'entendre. Si ce n'est pas possible, le préfet intervient pour assurer une médiation et si vraiment la médiation échoue, soit les communes trouvent une solution malgré tout, soit c'est le juge qui est saisi et qui pourra donner son avis. Donc, c'est une situation vraiment particulière. À noter que dès lors qu'un enfant est inscrit dans un cycle, alors ce n'est pas un cycle lié aux enseignements scolaires, hein, c'est des cycles maternels ou cycles élémentaires, à ce moment-là, les mères ne peuvent pas remettre en question le maintien de l'enfant dans ce cycle, même si la famille déménage. Si au cours d'une année scolaire, la famille déménage, la famille peut demander le maintien de leur enfant durant le cycle maternel, par exemple. En revanche, si au moment de, dire de l'année de déménagement des enfants, des familles, l'enfant va au CP, ça veut dire qu'il change de cycle. À ce moment-là, on pourra examiner, les mères pourront examiner les situations et éventuellement refuser son inscription. Comme je vous l'ai dit, en cas de désaccord entre les communes, le préfet, de manière générale, peut arbitrer et peut fixer lui-même le montant de la compensation en dehors de la situation spécifique des enseignements de langue régionale. Et ce montant de la compensation devra tenir compte du coût moyen par élève de la commune d'accueil, du nombre d'élèves scolarisés, bien sûr, et des ressources de la commune de résidence. Le champ d'application de la mesure vise les dépenses de fonctionnement, et non pas d'investissement, et scolaire uniquement. Ce qui veut dire que les charges de cantine, de ramassage scolaire du matin et du soir, garderie, centre de loisirs sont en dehors du champ de cette règle de répartition des charges entre les communes, même si certaines communes d'accueil demandent des participations, c'est possible de le faire, mais libre aux communes de résidence d'y répondre ou pas à ces demandes. Si le PCI gère la compétence relative au fonctionnement des écoles, à ce moment-là, c'est le préfet qui se substitue au maire pour apprécier les demandes de participation financière. Et attention, pour les communes qui sont situées en RPI, mais RPI qui n'est pas géré au niveau d'un EPCI, qui a la compétence, donc SIVOS ou autre, à ce moment-là, la commune de résidence ne peut s'appuyer que sur ses écoles ou pas pour répondre ou non à la demande de participation financière. Donc, je prends un exemple. La commune de résidence a un enfant qui est inscrit en dehors de la commune d'accueil qui demande une participation financière. La commune de résidence n'a plus de disponibilité de place pour éventuellement accueillir l'enfant en question. À ce moment-là, on considère qu'elle ne peut pas accueillir l'enfant et que donc elle est obligée de prendre en charge l'enfant.
dès lors que le PCI ne gère pas le RPI. Si le PCI gère le RPI, à ce moment-là, la commune, mais en réalité c'est le PCI qui va gérer cette affaire, pourra s'appuyer sur la capacité d'accueil d'un autre village pour s'opposer éventuellement à une demande de participation financière. En dehors des obligations de financement, je vous l'ai indiqué, obligations professionnelles des parents, fratrie, raison de santé, dès lors que ces situations sont présentes et sont bien validées, à ce moment-là, il y a une obligation pour les communes de résidence de participer financièrement. Pour les communes d'implantation, la commune d'implantation n'a obligation de prendre en charge les élèves résidents inscrits que dans des écoles privées sous contrat d'association avec l'État. Donc, ça ne concerne pas les écoles privées hors contrat ou sous contrat simple, qui sont d'autres régimes allégés donc de relations avec l'éducation nationale. Et pour ces écoles, il n'y a absolument aucune obligation de prise en charge. Ces dépenses sont prises en charge selon les mêmes modalités que pour les écoles relevant du public. C'est le principe de parité qui a été posé par la loi Debré de décembre 1959, avec, pour les communes d'implantation, un principe d'exception au principe général d'interdiction concernant les dépenses d'investissement. Le juge est intervenu pour appeler un principe général d'interdiction de prise en charge par les communes des dépenses d'investissement pour les écoles privées. Néanmoins, au fil des ans, deux exceptions ont été introduites au niveau légal concernant les emprunts qui seraient émis par des associations gestionnaires d'écoles privées ou pour des équipements numériques. À noter que lorsqu'un EPCI est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, il le devient automatiquement concernant le privé. En ce qui concerne les inscriptions en dehors de la commune, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de l'obligation scolaire, les parents disposent d'une liberté de choix entre l'inscription dans une école publique ou privée. Pour les écoles publiques, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent, effectivement, avec une inscription en mairie et une demande de dérogation éventuelle. En revanche, pour l'inscription dans une école privée en dehors de la commune, ou même au sein même de la commune, les parents n'ont pas à justifier ce choix auprès du maire. Néanmoins, le maire de la commune de résidence est informé de cette inscription dans les 8 jours à compter de la rentrée scolaire, puisque cette information est nécessaire pour que le maire puisse lister tous les enfants de la commune soumis à l'obligation scolaire. Et donc, tous les directeurs d'écoles publiques et privées sont censés effectivement donner ces informations au maire dans les 8 jours à compter de la rentrée scolaire. Concernant les participations des communes de résidence aux dépenses de fonctionnement, on est sur les mêmes règles que pour le public. Donc, ça concerne l'ensemble des cycles du primaire, puisque avant 2019, ça ne concernait que les cycles à compter du CP, puisque pour les maternelles, c'était hors champ et selon la décision du conseil municipal pour accepter ou non la prise en charge de ces écoles. Depuis l'obligation scolaire abaissée à l'âge de 3 ans à compter de la rentrée 2019, les inscriptions en école maternelle relèvent bien du champ des obligations pour les communes. Et on est bien dans le cadre d'un accord direct entre la commune de résidence et l'école privée, même si la commune d'implantation peut parfois accepter de jouer le rôle de médiation. Sur le plan légal, c'est possible. Alors, le montant de la contribution de la commune de résidence est limité au coût d'un élève de 100 écoles publiques.
ou, en l'absence de celle-ci, au coût d'un élève scolarisé dans les écoles publiques du département. C'est donc en principe les services de la préfecture qui déterminent le coût moyen d'un élève. Ici aussi, seules les dépenses de fonctionnement entrent en compte dans le calcul du forfait et non les dépenses d'investissement. Et ce sont des dépenses scolaires. Et donc, les dépenses périscolaires demeurent toujours facultatives, qu'il s'agisse de la garderie, de la cantine, centre de loisirs ou autre, ou le ramassage scolaire également. À noter qu'une liste a été établie de dépenses de fonctionnement obligatoires et facultatives qui a été annexée à une circulaire de février 2012 relative au financement des écoles privées. Une liste non exhaustive, mais qui donne effectivement un certain nombre d'informations intéressantes. Attention, cette liste doit être mise à jour puisque depuis 2019, il faut prendre en compte les maternelles également. Si divergence il y a entre l'organisme de gestion de l'école privée et la commune de résidence, le préfet, ici aussi, peut intervenir, assurer une médiation et, si échec il y a, fixer lui-même le montant de la contribution. Pour les communes situées en RPI, hors EPCI, c'est-à-dire que le RPI a fait l'objet de la signature simplement d'un document entre les communes, à ce moment-là, seule la capacité d'accueil spécifique des communes de résidence peut être opposée éventuellement à une demande de participation financière. À noter que depuis la rentrée 2019, obligation donc de prendre en charge les maternelles qui sont inscrites dans les écoles du privé. Et donc l'État avait mis en place un régime d'accompagnement financier pour accompagner l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Le problème, c'est que ce dispositif ne prend pas en compte véritablement l'augmentation réelle de la prise en charge des enfants de maternelle inscrits dans le privé, puisque l'État a souhaité et a décidé que pour le calcul de la compensation financière, il fallait prendre en compte toutes les écoles, publiques et privées, maternelles et élémentaires, pour vérifier qu'il y ait bien une obligation, enfin qu'il y ait une augmentation des dépenses de fonctionnement entre les années scolaires 2018-2019, 2019-2020. Or, déjà, on était dans une situation de baisse des effectifs scolaires et donc, bien souvent, in fine, il n'y a pas eu d'augmentation globale des dépenses pour la commune, même s'il y a bien eu une augmentation des charges pour les écoles maternelles du privé. Donc l'AMF a remis en question de manière fréquente ce dispositif et encore aujourd'hui, elle dénonce ce dispositif euh, et qu'en pratique, un nombre limité de communes reçoivent un accompagnement financier. Voilà pour cette partie concernant le privé. Puisqu'effectivement, les communes disposent à la base d'une liberté de choix en matière d'organisation des accueils autour de l'école. Il peut s'agir d'accueils non encadrés. Il s'agit notamment des garderies ou des ateliers d'activités uniques de soutien scolaire. Donc effectivement, pour ces accueils, aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation à respecter, même si, au vu des débats actuels sur les violences faites aux enfants, il y a une forte vigilance à avoir sur l'honorabilité des personnes qui encadrent des enfants. Et à côté de ça, vous avez un régime on va dire notamment des centres de loisirs sans hébergement qui font l'objet d'une réglementation bien spécifique. Et donc, tout dépend de l'organisation envisagée localement. Si votre organisation répond à la définition d'un accueil de mineurs, notamment centre de loisirs, et je vous ai indiqué dans la slide
la définition, à ce moment-là, vous devez effectivement entrer dans ce dispositif et respecter toute la réglementation afférente. Donc, le centre de loisirs, effectivement, propose une diversité d'activités auprès des enfants, diversité d'activités nécessitant donc un encadrement spécifique et donc le recrutement de personnel particulier ayant donc des diplômes spécifiques. Donc, des normes d'encadrement et de diplôme s'appliquent. À noter que lors de la réforme des rythmes scolaires, l'État a déployé le projet éducatif territorial qui demeure existant, même si la réforme initiale a été depuis remise en question, même si la semaine de 4 jours et demi demeure sur le plan légal la référence encore aujourd'hui. Et donc le PEDT est un outil possible qui vise à organiser les activités péri-extrascolaires et à organiser le dialogue avec les autres acteurs éducatifs, notamment associatifs, qui peuvent proposer ces activités pour les enfants. Ce projet éducatif peut être intéressant puisque la signature autorise des allègements, notamment au niveau de la réglementation applicable au centre de loisirs, notamment sur la durée minimale de fonctionnement. Normalement, c'est 2 heures par jour, mais avec le PEDT, c'est ramené à 1 heure. Et puis, vous verrez tout à l'heure, pour les encadrements, il y a des règles allégées dès lors que vous signez ce projet éducatif. Et puis, pour les dispositions liées au mercredi qui avait été lancé par l'État en 2018, effectivement, le projet éducatif vous autorise à bénéficier d'un financement plus important au niveau de la CNAF. Concernant les diplômes, effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que le directeur et les animateurs doivent être titulaires d'un diplôme, donc soit le BFD pour le directeur ou le BAFA pour les animateurs, titre ou certification professionnelle listée par des arrêtés, donc publiés par le ministère en charge de la jeunesse et des sports, donc des arrêtés du 9 février et 20 mars 2007. Celui du 20 mars 2007 vise les agents de la fonction publique. L'équipe d'animation doit être composée d'au moins 50% de titulaires d'un titre, diplôme ou certificat listé, donc dans ces arrêtés, et au maximum 20% de l'effectif global de l'équipe d'animation peut ne pas avoir de diplôme en particulier. Concernant l'encadrement, comme je vous l'ai indiqué, la signature d'un PEDT autorise, mais ce n'est pas une obligation, donc la mise en place de mesures allégées d'encadrement. Ces encadrements varient selon également la durée d'ouverture donc du centre de loisirs. Donc, je ne vais pas aborder précisément ce sujet, mais je vous ai mentionné les ratios qui s'appliquent. Puis vous aurez effectivement ce support d'intervention. Au niveau du financement des activités, il faut, donc vous avez bien vu que le fonds de soutien issu de la réforme initiale des rythmes scolaires a été supprimé depuis la rentrée 2025, ce qui relance la question du financement global des activités du périscolaire. D'autant que depuis ces dernières années, l'Éducation nationale adresse effectivement aux services départementaux de la jeunesse et des sports des circulaires pour relancer le projet éducatif et demander son extension pour prendre en charge notamment les activités extrascolaires. Concernant les aides de la CNAF, et notamment pour les centres de loisirs, je vous ai indiqué donc le montant des aides versées selon qu'il s'agisse d'heures relevant du périscolaire, hors mercredi, heures périscolaires bonifiées avec mercredi ou heures extrascolaires. À noter que pour obtenir ces financements,
La CNAF exige une modulation des tarifs en fonction des revenus des parents. Concernant les enfants handicapés, l'AMF avait demandé et obtenu la mise en place d'un bonus inclusif. La difficulté, c'est que ce montant du bonus inclusif a été ramené à la baisse depuis l'année 2025, puisque la CNAF est en difficulté pour respecter son enveloppe financière jusqu'en 2027. Et c'est la même chose pour les montants des aides évoqués juste en amont. Ces montants sont gelés pour l'heure et n'ont pas pu être revalorisés. À noter que la CNAF peut vous aider pour la mise en place, exemple, de formation sur l'accessibilité pour accueillir des enfants handicapés, avec le fonds public et territoire, également pour le fonds d'investissement, pour vous aider à acquérir des matériels ou pour faire de la rénovation de bâtiments. Ces aides, évidemment, ne sont pas libres. Il y a des circulaires, des lettres circulaires de la CNAF qui ont été rendues publiques et qui apportent toutes les informations précises pour pouvoir y accéder. Concernant les séjours destinés aux enfants, la CNAF a mis en place donc, un dispositif pour effectivement aider les familles et faire en sorte que leurs enfants puissent accéder à des séjours. Vous savez, l'État avait mis en place jusqu'alors un dispositif des colos apprenantes. Le problème, c'est que la loi de finances 2026 a supprimé l'aide financière de l'État. Et donc, en pratique, ce dispositif n'est plus mis en œuvre, même si les communes peuvent toujours évidemment euh, l'organiser, mais du coup à leur charge, donc ce qui est un problème. Et face à cette situation, la CNAF a accepté de prévoir des aides supplémentaires via son aide AVE pour se substituer à cette suppression des aides financières de l'État. Sauf que le montant de 20 millions d'euros alloué par la CNAF pour ces séjours, cette enveloppe est moindre, puisqu'auparavant, l'État prévoyait une enveloppe de 36 millions d'euros. Donc on voit bien que il y a des difficultés à venir, d'autant que la CNAF exige un certain nombre de mesures qui vont au-delà de ce qui avait été indiqué pour les polos apprenantes. Donc, on n'a pas de recul à ce jour sur les incidences pour les communes, mais in fine, il y aura probablement moins de financement de la CNAF pour financer ces séjours. Et puis l'État a mis en place le Hascolo, qui est un dispositif pour faciliter le départ en séjour également pour des familles modestes et pour des enfants âgés de 11 ans ou 12 ans. Donc, en pratique, c'est la famille qui effectue sur un site internet dédié cette demande. Et l'organisateur doit signer une convention avec l'organisateur de ce dispositif qui est affilié à la CNAF. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces activités. Peut-être que je peux avancer au vu de l'heure et répondre in fine aux Oui, très bien, questions posées. très bien. La restauration scolaire est également un service public facultatif à l'origine et sur le plan légal, ce qui veut dire que la commune n'a pas une obligation légale de mettre en place ce service, même s'il est bien souvent organisé. Ce qui veut dire que la commune dispose d'une liberté de choix en matière de mode de gestion. Elle peut le gérer en régie ou le déléguer à une association ou à une société de restauration scolaire en ce qui concerne les repas, la préparation des repas. Concernant l'accès aux services de cantine, même si c'est un service public facultatif, néanmoins, dès lors qu'il est organisé, la loi a prévu un accès de tous les enfants dès lors que les parents en font la demande, et ce, sans discrimination selon la situation de l'enfant ou de leur famille. Néanmoins, l'AMF est intervenue et le Conseil d'État
a pu apporter une précision importante, c'est que ce principe général ne vaut que s'il y a des disponibilités pour accueillir les enfants, bien entendu. Concernant les enfants atteints de troubles de la santé, et notamment pour les enfants allergiques, les communes sont invitées à trouver des solutions dans le protocole d'accueil individualisé, le PAI, qui a fait l'objet d'une nouvelle circulaire du 10 février 2021, qui apporte toutes les précisions. Donc le PAI, en principe, c'est le médecin normalement de l'éducation nationale, mais on sait que les médecins sont en manque. Ils peuvent être en difficulté pour élaborer et formaliser ce PAI à l'appui effectivement des informations données par la famille via leur médecin de famille pour les aménagements d'accueil nécessaires, notamment pour les repas et pour faire face à des situations d'urgence. Donc concernant les repas, la circulaire invite fortement la commune à adapter les menus en fonction de la situation de l'enfant. Si vraiment ce n'est pas possible, la commune pourra demander aux familles de préparer eux-mêmes le panier repas, même si là, il faudra faire extrêmement attention effectivement à s'assurer que la sécurité et l'hygiène soient bien respectées. S'il y a urgence, le personnel doit intervenir selon ce qui est indiqué dans le protocole. C'est la circulaire qui le précise. Et même pour administrer des traitements spécifiques, même une injection. Si le PAI effectivement indique que si la sécurité de l'enfant est en jeu et qu'il faut faire une auto-injection, le personnel doit suivre les indications et ensuite appeler le SAMU. En revanche, si le protocole d'accueil n'est pas encore signé ou s'il n'y en a aucun, à ce moment-là, il faudra d'abord voir avec le SAMU et suivre les indications données. À noter que l'AMF, en lien avec des associations des allergologues, rédige en ce moment même un guide pour les communes pour bien accueillir les enfants allergiques à la cantine. Donc ce guide est en cours de finalisation et devrait être rendu public à la rentrée prochaine. Concernant les enfants handicapés, vous le savez, la loi Vial, qui date de 2 ans maintenant, a prévu que les AESH intervenant notamment à la cantine sont recrutés et financés au niveau de l'éducation nationale. Or, aujourd'hui, on sait que l'éducation nationale est en difficulté pour assumer cette obligation du fait que, effectivement, certains AESH refusent d'intervenir en dehors des heures scolaires et parce que l'État n'est pas toujours en mesure de recruter de nouveaux AESH. Donc, l'AMF est intervenu pour rappeler les obligations, c'est-à-dire que c'est en principe à l'éducation nationale de gérer cette affaire et de veiller à ce que les enfants en question puissent être bien accompagnés à la cantine également. Le problème, à l'origine, vient du fait que les MDPH n'ont pas d'obligation légale de prendre en charge les besoins des enfants en dehors des heures scolaires. La MDPH s'appuie sur les obligations légales et l'obligation légale concerne l'école. Pour le périscolaire, qui relève d'un service public facultatif, les MDPH n'ont en effet aucune obligation de regarder les besoins et d'intervenir. En pratique, d'après nos retours, une MDPH sur 2 le ferait au niveau national. Donc, si la MDPH ne le fait pas, c'est le DAZEN qui va se substituer et va examiner les besoins en fonction des moyens disponibles. Ce qui veut dire qu'en pratique, un certain nombre d'enfants ne sont pas accompagnés à la cantine. Et donc, c'est aux communes, finalement, de répondre aux demandes des familles et de se substituer à l'éducation nationale pour épauler effectivement les enfants.
Donc, c'est un sujet de forte vigilance pour l'Association des maires de France qui rappelle systématiquement au ministre de l'Éducation nationale la nécessité de pouvoir avancer sur ce sujet. Concernant la surveillance des élèves, un élément important à retenir, c'est que même si vous déléguez la préparation des repas à une société ou à une association, néanmoins, c'est la commune qui doit s'assurer de la surveillance des enfants. Le Conseil d'État est intervenu et a rendu un avis à ce sujet. Il n'y a aucune norme d'encadrement des enfants spécifique, sauf si le service de cantine est intégré dans un centre de loisirs. Et à ce moment-là, il faudra se référer au ratio indiqué en amont. Concernant les sanctions, il faut faire extrêmement vigilant. Il faut que le règlement intérieur soit bien adopté déjà pour la cantine et qu'il apporte toutes les informations nécessaires auprès des parents sur les mesures de sanction. Vous ne pouvez pas sanctionner directement un enfant sans effectivement échange avec les parents. Vous ne pouvez pas procéder à une exclusion immédiate d'un enfant. Le défenseur des droits au niveau national est extrêmement vigilant là-dessus. Et donc, il faut faire très attention puisque les familles peuvent saisir le défenseur des droits ou s'auto-saisir s'il est informé lui-même d'une situation et va demander à la commune si elle a tout fait, tout mis en œuvre pour régler la situation. Et il faut nécessairement en échanger en amont avec les parents et il faut démarrer avec un avertissement, rappel d'un avertissement, voire ensuite un renforcement des sanctions, mais jamais prononcer immédiatement une exclusion. Et puis pour terminer sur ce sujet, concernant les tarifications, les communes ont certes l'entière maîtrise à ce niveau-là, mais dans la limite du coût de revient d'un repas. Concernant le service des repas et les approvisionnements, il y a toute une réglementation qui s'applique, notamment depuis un arrêté de 2011, septembre 2011, concernant les règles nutritionnelles des repas. Arrêté qui va être modifié, ça fait plusieurs années qu'il y a une discussion au niveau national, de fortes divergences effectivement entre les différents acteurs, les experts de la nutrition, pour modifier cet arrêté visant à prendre les menus végétariens, puisque vous le savez, depuis la rentrée 2021, vous avez une obligation de proposer un menu végétarien hebdomadaire. Et pour intégrer cette obligation, eh bien, il faut modifier cet arrêté, puisque cet arrêté, à la base, ce sujet n'était pas à jour. Donc, arrêté qui va être modifié dans les prochains mois, en principe, et on l'espère d'ici le mois de décembre. Au-delà des règles nutritionnelles des repas, qui s'apprécient sur la base d'une session de 20 repas successifs, hein, pour s'assurer que la variété des repas ne pose pas de difficulté, qu'il y a une réelle variété selon les règles bien précisées. C'est vraiment bien précis, je ne pourrais pas rentrer euh, plus effectivement, dans le détail de cet arrêté. Vous avez au-delà de ça des obligations issues des lois EGalim et de la loi d'août 2021. D'abord, alors je vais juste les énumérer parce que sinon on pourrait y rester des heures. Vous avez donc le seuil de 50% de produits durables, notamment dont 20% de produits bio, qui s'applique depuis le 1er janvier 2022. C'est la mesure la plus emblématique, on va dire, de cette loi EGalim en ce qui concerne les cantines. L'introduction, néanmoins, depuis 2024, d'un sous-seuil de 60% de viande et de poissons durables dans ce seuil de 50%. Donc ça, on va au-delà des dispositions initiales. Menu végétarien hebdomadaire obligatoire, comme je vous l'ai indiqué. Des mesures concernant la diversification des protéines, notamment si plus de 200 couverts en moyenne par jour sont proposés. Une interdiction en matière de plastique. Un diagnostic à établir sur le gaspillage alimentaire
et des informations des usagers sur le respect des seuils, donc de 50% et 20%, et celui de 60%. Et puis, le suivi des règles nutritionnelles, notamment concernant cet arrêté de 2011. Vous le savez également, certainement, le ministère de l'Agriculture vous invite fortement à vous inscrire sur la plateforme nationale Ma Cantine, qui est un lieu ressource, mais aussi pour effectivement renseigner sur cette application le niveau de respect des obligations en matière de seuil de 50% de produits durables, dont 20% de produits bio. Je veux dire, ce recensement, en fait, est surtout pour l'État, pour avoir une visibilité sur le suivi de cette obligation légale, bien sûr, mais aussi pour rédiger son rapport annuel, puisqu'il y a une obligation donc d'élaborer ce rapport chaque année. Et à noter que la loi vous encourage à développer les approvisionnements via le projet alimentaire territorial. Alors ça, c'est un sujet assez complexe, puisqu'effectivement, d'un côté, on vous invite fortement à développer des approvisionnements locaux via ce dispositif. Alors, d'une part, l'État peut accompagner, sauf que depuis 2026, il n'accompagne que pour la phase émergente et non pas pour la phase opérationnelle, c'est-à-dire pour les PAT déjà en place. Et puis surtout, les règles de marché public aujourd'hui ne sont pas adaptées pour faciliter les approvisionnements locaux. Donc, l'Association des maires de France est très vigilante là-dessus et milite au niveau national, mais aussi au niveau européen, puisqu'actuellement, au niveau européen, il y a des discussions en cours pour modifier un règlement européen sur les marchés publics pour faciliter les approvisionnements locaux de manière beaucoup plus évidente et directe au niveau des règles de marché public. Mais ce n'est pas un sujet facile car il y a des oppositions assez fortes. euh, et donc, il n'est pas certain qu'on puisse faire avancer ce sujet, d'autant qu'au niveau européen même, il y a des oppositions assez fortes également. Des mesures d'accompagnement aujourd'hui possibles pour respecter notamment toutes ces normes issues de la loi Egalim, depuis renforcées. La plateforme nationale Ma Cantine, qui est donc un lieu ressource avec des outils, des fiches pratiques, des guides, des vidéos mises en place pour mieux comprendre les nouvelles obligations qui s'appliquent. Je prends l'exemple du menu végétarien. Il y a même un guide qui vous apporte des précisions sur la préparation d'un menu végétarien avec des idées de recettes, etc. Donc, le ministère de l'Agriculture est actif pour essayer de vous accompagner à ce sujet. La cantine à 1 euro, dispositif effectivement qui avait été mis en place. Néanmoins, l'AMF a fortement regretté et l'indique encore, c'est que depuis le 26 juillet 2025, aucune nouvelle inscription ne sont possibles. Donc ça, c'est un vrai problème, puisque c'est tout de même une aide qui pouvait être intéressante pour faciliter le respect des obligations de la loi Egalim, notamment le respect des seuils de 50% et de 20%. Néanmoins, pour les communes qui bénéficiaient déjà de ce dispositif, les aides financières sont assurées jusqu'à fin 2027. Après 2027, évidemment, on verra en fonction de l'évolution de la situation au niveau national. Concernant le petit déjeuner offert à l'école, cette fois-ci, un dispositif d'aide financière également est prévu, plutôt pour les écoles situées en REP plus, voire certaines écoles rurales. Donc ça, il faut voir effectivement avec l'éducation nationale pour savoir si l'école est éligible ou pas à cette aide financière. Vous avez le dispositif Fruits et lait à l'école, qui est un dispositif européen qui est piloté au niveau national par France Agrimer
C'est pour la distribution donc, de fruits, mais aussi de légumes et de lait à l'école durant les heures scolaires, le matin ou l'après-midi, voire le midi. Le midi, c'est possible et ça permet effectivement de faciliter le respect de la loi Egalim également. Sauf que on nous a signalé récemment que au niveau européen, il y avait une volonté de revoir ce dispositif et la possibilité de remettre en question la distribution de ces fruits, légumes et lait le midi, alors que ça se fait beaucoup en France. Donc, voilà, on va examiner ce sujet assez rapidement. Et puis, sachez, in fine, que la CNAF euh, apporte également un financement si la cantine est intégrée dans un centre de loisirs. Et dorénavant, le repas même est intégré dans l'aide financière, alors que alors qu'auparavant, c'était retiré. La CNAF retirait une demi-heure, donc des heures du midi, pour l'aide financière. Donc, ça a été une avancée obtenue au niveau de l'AMF. Voilà ce que je pouvais vous indiquer. Juste en complément, euh, nous avons élaboré un guide du maire qui vous a été adressé. Donc, chaque maire a dû recevoir physiquement un guide du maire, les présidents de PCI également.